Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est une partie 2 d'un concept que nous a inventé Stan qui est vraiment sympathique. On joue le rôle du directeur sportif et on se penche sur la situation de 10 clubs, 10 gros clubs européens pour définir un besoin et un joueur qu'ils devraient ou pourraient recruter au mercato hivernal. Donc on a fait la première partie là, elle est sur la chaîne de Stan, et on a parlé d'Arsenal, de Newcastle, de Tottenham, du Real Madrid et du Bayern. Aujourd'hui, on se penche sur le cas de 5 autres formations, c'est United, Liverpool, Chelsea, le Barça et le Paris Saint-Germain. On aurait pu parler des Italiens, mais on s'est dit que leurs moyens étaient un petit peu plus restreints. Et on aurait pu parler de City, mais on a vu un petit peu ce que City fait en général sur le mercato d'hiver. C'est pas souvent des ajustements pour le présent, c'est un petit peu plus de l'anticipation pour le futur. On va parler de ces 5 équipes-là et on espère que ça va vous plaire. Stan, déjà, est-ce que ça roule? Est-ce que tu as récupéré tes esprits depuis la dernière vidéo? Et est-ce que ça va? Non, mais gars, tu étais en train de parler, j'étais en train de rigoler en fait, parce que le premier club que tu as dit, c'est Manchester United. Ouais, ça va être compliqué pour eux. J'ai dit United. Mais United, on a des sacrés cas là, franchement, on a des sacrés cas. C'est un beau quintet. Mais ça, c'est le cas des gars malades, c'est le côté des gars, c'est le côté compliqué. Je sais pas si on va commencer par United. On se les garde pour dans quelques minutes. Non, bah, c'est ça, je te laisse. C'est ça, je te laisse choisir. En tout cas, ça va, tranquille, on est en forme. Ça fait plaisir d'être là, comme d'habitude. Donc, yes. Voilà, on est prêt à discuter un tout petit peu, de voir quels sont les recrues que les gars pourraient envisager pour le mercato d'hiver. Je pense Chelsea, c'est pas mal parce que, quelque part, mercato hivernal, depuis l'hiver dernier, ça rime avec Chelsea. Ils ont redonné les lettres de noblesse au mercato d'hiver en faisant le mercato d'hiver le plus dépensier de l'histoire. Là, je suis sur la liste de ce qu'ils ont fait en janvier 2023. Il y avait le prêt de Joao Félix déjà, mais sinon, ils ont pris Enzo Fernandez à 120 millions d'euros, Mudryk à 70, Badiachil à 38, j'avais oublié que c'était sur le mercato d'hiver, Madueke à 35, Malo Gusto, même s'il est arrivé l'été d'après, il a été officiellement acheté sur le mercato d'hiver là pour 30, et des André Santos à 12, David Datrofana à 12 aussi. Ils ont dépensé 240 millions. Non, 330 millions sur le mercato d'hiver dernier. Donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire cet hiver. Non, mais c'est des ouf, en fait, franchement. Après, ils sont arrivés cet été avec Axel Disasi, 66, quoi, ouais. 60, quoi, c'est quoi, 50 millions ou je sais pas quoi. Attends, moi, j'ai des prix en dollars canadiens, là. C'est pas, ça marche pas, là. Il y a personne qui fait des prix en dollars canadiens dans le football, quand même. Les gars, gérez-vous. 66 millions Axel de dollars Disasi, c'était effectivement 45 millions d'euros. Ouais, Robert Sanchez, quoi, 25? Je pense. Ouais. Caicedo, 120. Cole Palmer, 47. Lavia, 62. Lavia, 62. Ils sont ouf. C'est des ouf. Ouais, c'est ouf. Sur ces 2 derniers mercatos, c'est genre maintenant, 870, quasiment 900 millions d'euros dépensés. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Moi, Chelsea, franchement, si on doit commencer par Chelsea, tu vois, ce que je disais, en fait, première chose que j'ai à dire de Chelsea, c'est eux aussi, c'est comme certains clubs, j'ai envie de leur dire non, en fait, ça va, ça suffit, arrêtez d'acheter. Non, arrêtez d'acheter, ouais. Ça va, franchement. Non, je suis désolé. Stop le shopping. Chelsea, il y a une addiction au shopping. Non, franchement, en fait, ils sont interdits de rentrer dans le supermarché. Franchement, je suis désolé. Je te dis, c'est moi le fair play financier, c'est moi l'UEFA. J'ai décidé que Chelsea, cet hiver, vous êtes suspendu. Vous êtes suspendu. Ça va, ça suffit. Sincèrement, allez acheter des médecins, allez ramener, je dis bien, des chirurgiens, des préparateurs, des machins. Allez essayer de débaucher Pintus. Voilà, ça c'est pertinent. Allez voir le Real, donnez leur 50 millions pour Pintus. Allez essayer de faire des choses pertinentes, s'il vous plaît. T'as vu le nombre de boys talentueux qu'ils ont dans leur infirmerie? Ils veulent acheter quoi? Ouais, alors Chelsea, ça m'intéresse beaucoup parce que, bon, ils ont... En fait, quand t'as autant dépensé, quand t'as autant de matière, où est-ce que t'as vraiment besoin de te renforcer? Moi, je regarde l'effectif, je me dis, la seule chose dont ils ont vraiment besoin, c'est du temps ensemble. C'est du temps ensemble, à quelques joueurs qui reviennent de blessures, mais juste du temps pour que ces gars-là... se comprennent mieux, pour que le projet de Pochettino continue à croître, à grandir. Mais en vrai, moi je vois Chelsea, je continue à penser ce que je pensais au début de saison, c'est que le contenu, il n'est pas du tout inintéressant. Je trouve que ça joue un foot sur les phases de relance, il y a de vraies belles séquences.
c'est une équipe avec la moyenne d'âge, ça doit être une des plus faibles de Première Ligue, beaucoup de jeunes talents et un projet qui à mon avis est là pour Todd Boehly, il se dit construire une équipe compétitive pour dans 2-3 ans, en laissant le temps et en prenant suffisamment de gars pour qu'il y en ait forcément quelques-uns qui soient nos futurs stars. Tous les joueurs qu'on voit là vont pas tous rester et vont pas tous avoir un grand rôle dans le Chelsea du futur, mais peut-être que l'idée, si t'en prends suffisamment, à la fin, t'en gardes la moitié et t'as construit une colonne vertébrale où t'arrives avec t'es Caicedo, t'es Enzo Fernandez, Mudryk, Gallagher, etc., Nkunku, Cole Palmer, exactement, qui ont qui sont dans la fleur de l'âge et là, ça se met à marcher. Donc en fait, je me dis, qu'est-ce qui manque vraiment ? La raison de ce mauvais début de saison, je pense que c'est surtout la finition. Sur le volume d'occasions créées, c'est la 4e meilleure équipe de Première Ligue quand on regarde les XG. Quand on fait le classement corrigé en fonction des buts qu'ils auraient dû marquer et des buts qu'ils auraient dû encaisser, on fait ça pour toutes les équipes de Première Ligue, ils sont 5e. Donc ils sont loin de ce ventre mou qu'ils occupent actuellement. Et je pense que même là, on l'a vu sur les dernières rencontres contre Tottenham, contre City, contre Arsenal et ce week-end. C'était contre qui déjà leur victoire intéressante contre Brighton, Aston Villa contre Brighton, t'as raison, contre Brighton 3-2. C'est assez intéressant et ça montre qu'il y a sans doute du potentiel. C'est pour ça que je suis pas hyper convaincu par quand j'entends parler de Victor Osimhen par exemple, même si je pense que c'est sans doute je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est pas Osimhen lui-même, il veut pas aller à Chelsea, genre. Bah si, j'entends parler de ça. Le truc c'est que il y a déjà un secteur offensif, comme on l'a dit. Nkunku, il va revenir de blessure, il y a Cole Palmer, il y a Gallagher, il y a Sterling qui fait un super début de saison, il y a Madueke qu'on a très peu vu pour l'instant, il y a Mudryk, et en pointe, Nico Jackson. Je pense qu'il est une des causes du mauvais début de saison sur la qualité à la finition. Il rate beaucoup trop d'occasions, mais je trouve que le fait qu'il s'en procure autant, c'est quand même assez intéressant. Moi, je vois un joueur qui a pas mal de potentiel, et il y a le Armando Broja aussi, que ça veut continuer de faire progresser, puis il y a sans doute quelque chose à développer là, à voir ce que ça donne. Je trouverais ça dommage d'arriver tout de suite. Tu as construit ce projet autour de faire la future ossature de jeunes pépites, de jeunes stars, etc. Et là, tu arrives et tu poses 150 millions sur un gros neuf qui va manger les minutes d'une bonne partie de ce secteur offensif. Je trouverais ça dommage. Chelsea est peut-être la seule équipe en Europe, une des seules équipes en Europe qui peut le faire. Financièrement, ils ont l'air d'avoir des ressources illimitées. Et son contrat, pour l'instant, à Osimhen, il expire dans 1 an et demi. Donc peut-être que Naples serait intéressé par une vente. En plus, Naples, leur saison, je pense qu'elle va aller un petit peu nulle part. Ils sont très très loin du titre. Ils sont à 11 points, il me semble, de l'Inter. En Serie A, en Ligue des Champions, il y a moyen que ça s'arrête en 8e de finale. Donc je crois pas qu'il y a un gros truc à aller chercher du côté de Naples. T'as déjà été champion là-bas. De Laurentiis a dit qu'apparemment une prolongation, genre dans une interview récente, il a dit qu'une prolongation serait pas si loin que ça, etc. Donc à voir, mais bon, sur cette grosse rumeur Osimhen à Chelsea, moi je pense que Chelsea a plus de récompenses à aller chercher de juste donner plus de temps à la jeune ossature qu'ils ont bâtie. Donc si je devais sortir une zone à renforcer, ce serait pas le secteur offensif et ce serait pas le milieu, où je pense que pour un double pivot de 4-2-3-1, t'as Caicedo, Enzo en tant que titulaire et t'as Lavia, Ugochukwu en backup. Il y a sans doute 2 ou 3 joueurs intéressants dans ces 4-là. On va voir ce que le temps donnera. C'est peut-être plus latéral droit, s'il fallait absolument cibler un truc, parce que Reece James est tellement souvent blessé que j'ai un petit peu peur de son avenir. Est-ce qu'il peut vraiment être ce capitaine de Chelsea qui joue des saisons à 35-40 matchs sur tous les tableaux, etc. Ou est-ce qu'on va se retrouver avec une situation un peu hybride où en fait Reece James il joue plutôt une 20aine de matchs par an et c'est Gusto qui complète et en vrai Chelsea trouve jamais sa solution là. C'est simplement par rapport au capital physique de Reece James. Donc j'ai vu qu'ils ont mis Disasi latéral droit l'autre jour parce que Gusto par exemple il est blessé 2-3 semaines. Quand t'as Reece James blessé, quand t'as Malo Gusto blessé, tu te retrouves en train de bricoler. Il y a au moins un joueur qui est très fragile et Gusto, on ne sait pas encore si c'est vraiment qualité de Chelsea. Après, je dis ça, j'ai pas forcément beaucoup de solutions à proposer. Sur les latéraux droits que je trouve intéressants en ce moment, le numéro 1 pour moi c'est Frimpong, mais c'est plus un piston, donc c'est pur offensif. Il défend très peu. C'est Kosunu qui est le défenseur central droit à Leverkusen et qui apporte un petit peu cette solidité. Donc je suis pas certain que ce soit la bonne option pour Chelsea. Il y a Sacha Boey de Galatasaray, le jeune français, qui est intéressant, mais est-ce que c'est mieux qu'un Malo Gusto et que continuer à développer Malo Gusto, je sais pas. Donc peut-être pour un Chelsea qui aurait besoin avant tout de solidité défensive sur ce poste,
un latéral un peu classique de 4-2-3-1 pour le coup, un peu plus défensif. Tu parlais dans l'autre vidéo du fait que les latéraux deviennent de plus en plus offensifs. Peut-être tu as besoin de quelqu'un un petit peu plus juste défensif. Et j'ai vu que la situation de Wan-Bissaka était pas top. Son contrat, il expire en fin de saison. Peut-être c'est un petit truc que tu peux tenter juste pour dire bon, maintenant j'ai 3 latéraux droits. J'ai Reece James, mon numéro 1, mais comme il est souvent blessé, j'ai Gusto en 2. Et après, au pire, j'ai Wan-Bissaka et j'ai quelqu'un sur lequel je peux retomber, qui apporte un peu cette solidité défensive. Bon, on sait qu'il joue en première ligue, il apporte un peu d'expérience. Je suis pas amoureux de cette idée Wan-Bissaka, mais peut-être s'il y avait une zone à renforcer là comme ça, ce serait peut-être latéral droit. Je sais pas ce que t'en penses. Yeah, sur les côtés, peut-être que effectivement, parce que c'est dommage avec Reece James. Franchement, c'est vraiment dommage. Ah ouais, là. c'est clair, en plus de ça, là, il revient, il prend un carton rouge. Tu sens que non seulement il a pas le rythme, le talent il l'a, parce que de temps en temps, il est capable, même là, lors de son retour, de faire des centres tellement pertinents, des bons ballons. En plus, il est très bon, il est très précis, il a une belle vision, tu vois. C'est vraiment, je veux dire, c'est dommage, tu vois. Peut-être que la chance que Trent Alexander-Arnold a, parce qu'au même poste, j'ai envie de dire que en Angleterre, ils ont des boys très talentueux, mais 3 boys qui ont à peu près les mêmes caractéristiques un peu, tu vois. C'est des boys qui sont très bons ballon au pied, qui sont très bons pour les relances, pour les longs ballons, pour les coups francs, les coups de pied arrêtés. Reece James, Trippier et puis Trent. Et finalement, c'est Reece James qui est celui qu'on voit le moins, parce que c'est celui qui se blesse le plus, quoi. Et ça, c'est quand même assez dommage. Donc, peut-être se renforcer sur le côté droit, mais n'empêche que moi je reste sur mon postulat de base en fait. Franchement, je veux dire, économisez votre argent quoi. Agrandissez votre stade, votre petit bridge là, faites un grand bridge. Agrandissez votre stade, je sais pas, faites quelque chose quoi. Franchement, faites quelque chose de pertinent, parce que là en ce moment, je pense que à part espérer que tous ces joueurs là reviennent, c'est-à-dire que le jour où Chelsea ils ont un joueur ou deux à l'infirmerie et que tous les autres ils sont là et que Pochettino peut travailler avec eux, parce que jusqu'à présent il a pas eu l'occasion de travailler forcément avec eux, tu vois, un Christopher Nkunku il arrive, il se blesse et tout, tu le perds. Donc si tu as l'occasion de bosser avec eux et tout, comme tu dis, il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant, faut pas oublier, Willou il a dit que Chelsea finisse 2e. On est là, on attend. Ça va être compliqué deuxième compliqué. Mais je crois que il y aura quand même, j'aurai quand même une part de vengeance là-dedans, parce qu'ils sont à genre 8 points de la 5e place, et la 5e place a de bonnes chances de donner la Ligue des Champions en Première Ligue cette saison. Moi, je serai pas la personne qui parie contre Chelsea en LDC la saison prochaine. Parce que moi, je vois une équipe qui est constamment en train de s'améliorer, et là, ils vont jouer United mercredi. Franchement, ils vont à Old Trafford, ils battent United. Ils sont sortis de cette période où on leur promettait l'enfer contre Arsenal, Brighton, City, Tottenham, etc. Et donc United. Et ils s'en sortiraient avec un total de points vachement respectable. Et derrière, c'est genre 5-6 matchs contre des Everton, Luton, Crystal Palace, etc. Donc attention, je pense que la 2e place c'est compliqué parce qu'on voit à quel point Arsenal, City, Liverpool ils sont en train de faire grosse saison. Mais j'ai pas encore abandonné sur l'idée de Chelsea qualifié en LDC. Déjà s'ils sont européens, déjà ce serait pas mal. Déjà juste revenir européen et tout, ce serait il leur faut la Champions, mal. Je pense. Il leur faut la Champions, même financièrement avec tout ce qu'ils ont dépensé. Je pense qu'ils budgètent dessus quand même à un moment donné. On verra pour Chelsea. En tout cas, ça c'était à peu près ce qu'on avait à dire sur les Blues. Si on doit poursuivre en Angleterre, qu'est-ce que tu penses de Liverpool ? Liverpool. Il y a 2 problèmes, mais il y en a un qui est réglable. Tu vois, je trouve que Liverpool offensivement ça va, ils ont assez de joueurs, donc je m'inquiète pas là-bas. Un coup il y a des attaquants que veux-tu, Darwin il va finir par marquer à un moment donné. Darwin je ne comprends pas. Darwin de temps en temps il est chaud, de temps en temps il est froid. Mais dans tous les cas, comme on dit, tant qu'il fait les bons appels, les bonnes courses, il est là comme il faut, ça va finir par rentrer à un moment donné. Donc Liverpool offensivement je m'inquiète pas. Au milieu de terrain je pense qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs, il y a eu un énorme remaniement, tout a changé, donc voilà. Endo commence à s'imposer, ça c'est important. Je pense qu'il a ce profil là devant la défense qui peut être très pertinent. Donc là encore une fois, je m'inquiète pas. Pour moi, Liverpool doit se pencher sur le poste de latéral droit en fait. Fond latéral à Liverpool pour permettre à Trent de monter carrément. Southgate l'a fait récemment, Trippier latéral, Trent au milieu de terrain. Trent en 2e mi-temps ce week-end face à Fulham, il passe au milieu de terrain, il claque un but. En fait, il faut libérer Trent. Ça va, on a compris là, le boy, il sait pas défendre, c'est un boy offensif, il est pertinent, laissez-le aller créer des passes, voilà, traumatiser l'adversaire. Et ils font un latéral droit. Donc voilà, moi c'est sur ça que j'irai au niveau de Liverpool. Maintenant, à savoir qui tu vas chercher
comme latéral droit. Ils en ont déjà eux. Moi, je trouve qu'ils ont déjà des boys qui peuvent se gérer. Aujourd'hui, un boy comme Gomez, il est là, non, dans l'équipe Joe Gomez. Il a qu'à se gérer. Il a eu l'occasion de jouer latéral. En fait, c'est pas la première fois. Ce serait pas la première fois que ça arrive. Donc, Joe Gomez, il peut se gérer. Sinon, mis à part ça, tu vas chercher d'autres gars, des gars qui peuvent faire le double travail, tu vois, en te disant que parce que Liverpool reste une équipe offensive. Donc, quels que soient les joueurs qu'ils ont au milieu, il faut que les latéraux soient offensifs, pas que ce soit forcément des latéraux défensifs. Donc, moi, je m'arrête sur Frimpong de Leverkusen. Il y a le boy de Villarreal, la Foyf, qui était à Tottenham. Tu vois, Ouais. qui te donne à peu près ce même style que Gomez là, mais qui peut se projeter aussi. Sinon, tu pars sur un gamble de ouf. En fait, j'étais comme tu vas à Marseille, tu vas chercher Jonathan Klaus. Tu dis allez viens mon gars, viens sur le côté. Mais bref, Liverpool devrait se pencher, je pense, sur le côté droit. Mais c'est vrai que c'est la question de toute manière à Liverpool. Pour moi, c'est est-ce qu'il faut un milieu central parce que c'était le gros truc de l'été dernier où tu perds Fabinho. Et Liverpool a essayé de prendre Caicedo, a essayé de prendre Lavia, s'est fait battre sur les deux. Ils étaient disposés à mettre à un moment 100 millions sur Caicedo et juste Chelsea a mis 120 et ils l'ont pas eu. Donc a priori ça reste quand même une des grosses idées de ce Liverpool-là, c'est se renforcer au milieu de terrain. Bon, ils ont pris quand même Gravenberch et Endo qui semblent plus des solutions d'appoint. Bon, on verra si c'est des joueurs calibre Liverpool, PL, Champions, être un prétendant pour remporter la PL à nouveau ou retourner en finale de Ligue des Champions, etc. Bon, on verra. Mais est-ce que du coup tu prends ce milieu récupérateur, ce milieu central, ou alors est-ce que tu dis qu'avec la position de Trent Alexander-Arnold qui est plus haut, il faut un latéral droit? Et moi je comprends ce truc sur le papier. Après quand je vois sur les matchs, pour moi Liverpool, bah ça joue pas vraiment un 4-3-3, c'est plus un 3-2-4-1 avec pour l'instant l'idée c'est que McAllister là, il est en numéro 6 sur le papier parce que sur le papier c'est le 4-3-3, mais avec ballon quand Liverpool a le ballon, c'est 3 plus 2 avec Alexander-Arnold qui vient au milieu de terrain aux côtés de McAllister. Et après tu as les deux milieux avancés qui sont Szoboszlai et l'autre milieu avancé du 4-3-3 sur le papier, genre parfois c'est Gravenberch, parfois c'est Curtis Jones ou un autre, qui est du coup le deuxième milieu avancé. Et t'as ce milieu en boîte, McAllister Trent, Szoboszlai Curtis Jones ou Szoboszlai Gravenberch. Et du coup quand tu dis que c'est ça en fait la manière dont joue Liverpool avec ballon, si on mettait Trent Alexander-Arnold ailleurs que dans la position où il est actuellement, bah ce serait où en fait, tu vois, Alexander-Arnold, pour moi, il est bien en tant que milieu reculé comme ça pour utiliser son jeu long, toutes les passes qu'il met par-dessus la défense, super intéressant, mais je le mettrais pas en tant que milieu avancé, tu vois, genre je le mettrais pas à la même hauteur qu'un Szoboszlai par exemple. Pour moi, il est plus sur cette base du milieu de terrain, et du coup, j'ai l'impression que là où il y a un ajustement à faire pour Liverpool, ce serait mettre McAllister plus haut, parce que McAllister normalement il n'est pas censé être à la même hauteur qu'un Trent Alexander-Arnold ou qu'un Fabinho d'antan, etc. Pour moi il est censé être plus proche de la hauteur de Szoboszlai, et du coup j'aurais Szoboszlai et McAllister plus haut et Alexander-Arnold dans la même zone où il est actuellement, et du coup quelqu'un à la place de McAllister à côté d'Alexander-Arnold. C'est là où Endo rentre en compte un peu. C'est ça, mais j'ai pas l'impression qu'Endo c'est un joueur de qualité suffisante pour vraiment être non, c'est ton dépannage en ce moment. C'est du dépannage, voilà. Ouais, c'est sûr que c'est ton dépannage. Même en fin de mercato, quand tu vas le chercher, je pense que c'est ton option de dépannage. Exactement. Pas cher. Parce qu'à la base, lui, il voulait d'autres gars. Hein. Je pense qu'il était, mais c'est juste qu'il avait pas les moyens. Klopp, s'il pouvait mettre 90 millions sur certains joueurs, il l'aurait mis cet été, en fait, sur des milieux de terrain. Mais je pense qu'ils avaient pas les moyens d'aller les chercher. Donc, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Après, c'est juste que Trent, en fait, il se libère tellement que tu te dis, voilà, il a cette liberté-là de jouer presque numéro 8, en fait. Tu vois, Trent, il a cette capacité-là de pouvoir, il a, comment on appelle ça, la vision de jeu du numéro 10, et il peut aussi avoir le positionnement défensif du 6, en fait, tu vois. Donc, ça donne vraiment cette liberté au milieu de terrain, mais il leur faut quand même il leur faudrait éventuellement un numéro 6 de fixation, comme dans le temps, tu vois. J'ai l'impression que ouais, c'est ça, parce que sa projection, elle est hyper intéressante. Bon, on sort quand même d'un match contre Fulham où il a marqué 2 buts, même si le premier, c'est un contre son camp de Leno sur le coup franc, mais juste avant, la projection contre City, là, bah, c'est un but où il se retrouve genre aux abords de la surface, qui est quasiment dans un rôle de 8-10, mais
dans un Liverpool fonctionnel, pour moi, Trent, c'est plus un 6-8 qu'un 8-10. C'est plus un milieu de la première ligne du milieu de terrain que de la deuxième ligne. Et du coup, ce que j'aimerais bien pour rendre ce Liverpool encore plus fonctionnel pour moi, ce serait mettre à ses côtés quelqu'un qui est un vrai récupérateur, parce que Alexander-Arnold, c'est bien pour les passes un peu à la Pirlo, Regista, pour mettre les ballons par-dessus, etc. Par contre, quand il faut défendre en transition, c'est quand même pas le meilleur défenseur du monde. Donc si je mettais un gars à côté, ce serait faire grimper McAllister, qui a plus des qualités un petit peu plus offensives, et mettre à ses côtés un vrai protecteur. Et dans la vidéo précédente, tu as parlé d'un gars, moi, Joao Palhinha, je pense que ça, ce serait pas mal. Palhinha, Trent Alexander-Arnold sur cette première ligne du milieu de terrain et devant Szoboszlai, McAllister. Et puis après, tu as les autres ailiers qui sont sur les côtés et tu as la pointe qui est un petit peu entre ces deux gars-là pour faire la ligne de 5, quoi, le 3-2-4-1 ou le 3-2-5. Ça, je pense que ce serait pas mal. Et j'ai réfléchi à d'autres gars sur ces rôles de milieu reculé. Qui sont les options actuellement? Il y a un Zubimendi, par exemple, qui pourrait être intéressant. Ou alors, même si ça, je pense que c'est plus risqué et moins probable, c'est Calvin Phillips. Le truc, c'est que c'est peut-être un peu trop proche de ce registre, mettre les ballons par-dessus la défense, qualité de pied, etc., qu'Alexander-Arnold. Un peu moins complémentaire. Puis en plus, quel est son niveau réel? Calvin Phillips, il a un peu disparu de la circulation depuis un moment. Il est à côté, là. Il est à 1 heure, il faut rien. Il est à quelques kilomètres, ouais. Il faut aller le chercher. Il faut que quelqu'un aille le chercher, en tout cas. Il prend un bus, il arrive à Anfield, il va rien foutre là-bas aussi. Ouais. Le Phillips. Non, mais effectivement, c'est pas facile de trouver un numéro. Parce que moi, j'allais dire à Palhinha. Tu vois, c'est là où ça devient intéressant. Parce que dans la première partie, on en a parlé de Palhinha à Arsenal. Tu me dis Palhinha à Liverpool. Moi, j'arrive, je propose à Palhinha un projet beaucoup plus intéressant. Quand même, franchement. Hein, Palhinha, nous, on joue la Ligue des Champions, quand même. Non, mais je veux dire que chacun se gère. Je suis désolé pour les gars de Liverpool, quand même. Mais effectivement, Palhinha va devenir un joueur assez intéressant durant ces prochains mercato en Première Ligue, parce qu'il est dans une équipe où en fait le boy il a le niveau pour jouer plus haut, quoi. En fait, c'est aussi simple que cela, tu vois. Maintenant, à côté de il Trent, était très proche du Bayern cet été. En plus, à côté de Trent, ça peut se faire. Ça devient intéressant. Mais Trent galère trop, en fait, sur les transitions. Il galère trop, tu vois. Et ça s'est vu en première mi-temps face à Fulham, tu vois. Le boy, il va te donner beaucoup devant, mais dès qu'il y a switch de possession, ça devient compliqué. Automatiquement, les gars, ils sont perdus. Donc, ça donne souvent des joueurs, des centraux hors de position, des Matip sont hors de position, Van Dijk hors de position, tu vois. Il y a tout un jeu de transition défensive qui est assez compliqué avec Trent. Donc, ouais, on va voir ce que ça va donner. Mais ouais, moi, Liverpool, c'est ça que je voyais un tout petit peu, le côté droit. Et numéro 6, offensivement, je pense qu'ils ont assez de joueurs pour s'en sortir. Ouais. Cette année. Et dans un monde parallèle, je sais pas c'est qui la prochaine équipe, je sais pas si c'est Paris, mais j'allais dire tu vois, moi Paris ils finissent 3e de leur groupe, ils vont en Europa League, ils font Paris-Liverpool en finale d'Europa League, ce serait pas mal ça. Ouais, carrément, ce serait sympa aussi. Voilà, ce serait un bon petit délire. Voilà, c'était la petite parenthèse que j'avais envie de plugger. Toujours un petit tacle à l'intention du Paris Saint-Germain qui arrive bientôt. Je pense qu'on va finir avec Barça et PSG, mais d'abord bouclons sur les Anglais, la 6e équipe de Première Ligue qu'on voulait évoquer après donc Arsenal, Newcastle et Tottenham dans la vidéo qu'on a faite sur la chaîne de Stan. C'est Manchester United donc. Et pour moi, United, le problème, il est à la fois très très compliqué et en même temps, il y a un truc qui se distingue quand même, c'est le secteur offensif, c'est un désastre. United, c'est la 12e attaque de Première Ligue cette saison. Ils ont marqué 16 buts. C'est pareil que Nottingham Forest, c'est pareil que Bournemouth, c'est 1 de plus que Burnley, c'est 3 buts de plus que Luton. United a marqué cette saison 3 buts de plus que Luton. Et c'est problématique parce que cette saison en Première Ligue, le haut du tableau, ça score. Il y a 5 équipes qui sont à 30 buts ou plus. United est à 16. Et c'est même pas que un problème de finition, c'est aussi un problème de création. Ils ont le 13e total de XG. C'est pas juste qu'ils croquent derrière et que, comme Chelsea, ils ont du mal à convertir le gros volume d'occasions qu'ils génèrent et tout. Non, United, c'est triste. Il se passe pas grand-chose. Donc, bon, écoute, Manchester United, comme tu veux que je te dise, en fait, tu vois. Déjà, à la base, moi, dans mes notes United, quand j'ai mis United, je me suis dit, tu vois, United...
Au mercato, c'est le club qu'il faut vendre. Ils ne doivent pas acheter eux, on doit vendre le club. C'est aussi simple que ça. En fait, au United, il n'y a que ça à faire. En fait, eux, c'est mercato inversé. C'est mercato inversé. Les gens achètent des joueurs, eux, il y a quelqu'un qui doit venir acheter le club. Franchement. En fait, c'est-à-dire que nous-mêmes, de l'extérieur, en fait, on les regarde ces temps-ci, ça fait pitié. Mais le théâtre des rêves, c'est un théâtre de tocards. Franchement, il y a absolument plus rien à dire là-bas. C'est-à-dire que tous les soirs, il y a théâtre, tous les soirs, la salle, elle est vide. Tous les soirs, les gens, ils jettent des tomates. C'est incroyable. C'est quand même, franchement, c'est Manchester United, s'il vous plaît. C'est le club de Sir Alex Ferguson. C'est un club qui gagne une première ligue tous les 2 ou 3 ans. C'est ce genre de domination-là, en fait. Tu vois, c'est une domination normalement même européenne. C'est un club qui en Europe, ça fait des quarts de finale, des finales de Ligue des Champions sans aucun. Ça dit que ça souffle. C'est un club important en fait. Mais là, ce qu'ils font en ce moment, c'est terrible. Ils sont nuls sur tous les plans. Donc je suis désolé. Lors de ce mercato-ci, première chose à faire déjà, c'est d'aller acheter un coach. Non mais franchement, je suis désolé. Ils ont besoin d'un coach. C'est-à-dire que même en fait, quel joueur tu vas ramener à United en te disant que ça va aller mieux? Franchement, en sachant que l'institution ne va pas bien, le coach ne va pas bien. Mais United, le mercato ne règle pas leurs problèmes. Franchement, moi j'ai beaucoup réfléchi à l'affaire et je me suis dit que je vois pas de solution à Manchester United. En fait, je ne sais pas, c'est quoi que tu vas ramener Tu vas ramener quoi? On a ramené Mason Mount. Moi, je pensais que Mason Mount, à un moment donné, il allait jouer, mais on est en décembre là. Bientôt Noël. Mason Mount, il est où? Il a rien amené, c'est catastrophique. On l'a même pas vu. C'est abusé, franchement. Højlund, il est pertinent en Ligue des Champions, heureusement. Mais là, en championnat, le pauvre, il voit pas le but. Ouais, toujours difficile. Pas de but en première ligue pour les lui. Les autres, ils sont là, en fait. Ils sont là, mais tu vas acheter quoi ou qui si tu as Martial? Il est là. Il est là. Il nous fatigue, lui, en fait. Des gars, ils sont là depuis des années. Tu regardes, sur 8 ans, tu as une bonne saison. Quand même, franchement, c'est quel genre de rendement, ça? Ça veut dire que tu es à l'école, tu as redoublé chaque année. Parce que tu ne peux pas du CP, C1, C2, CM1, CM2, machin, etc., je sais pas quoi, 6e, 5e, 4e, 3e. Ça veut dire que sur 8 ans, tu as jamais la moyenne. Donc, tu passes jamais en classe supérieure. Donc, tu es un tocard, tu es un nulard. Il faut trop de choses pour construire un United. Il faut tout blow up, ouais. Il faut vraiment repartir de zéro. Donc, et c'est dingue parce que pourtant, l'année dernière, il y avait un moment où, à la fin de la saison dernière, ça finit pas trop mal, ça se qualifie en Ligue des Champions, ça remporte un titre, et peut-être que le club va être vendu pendant l'été, donc plein de moyens financiers débloqués. Il y avait un moment, fin de saison dernière, où l'avenir, il semblait pas si sombre. Il y avait de l'euphorie un peu. Il y avait de l'euphorie, on y croyait, Ça a vraiment très très mal tourné. Bon, déjà, Ineos va rentrer au capital et va prendre 25%, devenir actionnaire minoritaire. Apparemment, ça c'est très très proche de se faire, donc peut-être que ça va commencer à changer un petit peu les choses sur même la direction sportive, etc. Mais sinon, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. T'as toujours un Anthony à 100 millions d'euros qui est très très loin de rendre ce qu'il a coûté. Et il y a cette situation autour d'Eric Ten Hag qui, il n'y a pas longtemps, était élu manager du mois, entraîneur du mois de février, il me semble, le mois où ça gagne la Carabao Cup. Et on commençait à voir des choses pas inintéressantes, mais ça n'a jamais totalement pris. Et peut-être que ce mercato hivernal, disons que moi je me souviens... En fait, je sais pas, ça, il faudrait presque faire une vidéo entière dessus, mais c'est Bruno Fernandes. Est-ce que ça a été une bonne chose pour United, oui ou non? Parce que pour moi, dans mon esprit, c'est un des meilleurs coups des mercato hivernaux qui a été fait. Parce que je me souviens à l'époque, la situation avant Bruno Fernandes pour United, c'était vraiment un club qui se retrouve un peu dans la situation actuelle, où ça manque de direction, ça manque de leader, il n'y a pas de caractère, etc. Et Bruno Fernandes, il était arrivé, et le gars, il arrive comme ça, du Sporting, et en 3 jours, c'est devenu son club. T'as l'impression qu'il secoue tout le monde. Il arrive avec son tempérament, sa personnalité très très forte, leader né, presque un peu volcanique, et puis énormément de qualité dans le dernier tiers. Ce qui avait vraiment commencé à faire basculer les choses. Et pour United, je regrette qu'il n'ait pas su suffisamment capitaliser sur ce qui était pour un des meilleurs coups qui a été fait à l'époque. Et 6 mois plus tard, il y a Cristiano qui arrive, je pense. Peut-être l'été d'après. En tout cas, Bruno a fait un an. Ouais, 2021. Il signe en 2021, Cristiano. Yeah, Bruno était chaud. Ouais. Bruno était très chaud. Il était tout seul. C'était le patron de cette équipe. Après, bon, il y a un autre patron qui est arrivé. Et puis tout ça. Et puis après, ça a été compliqué. Je pense que c'était les années avec Solskjaer, non? Je pense. Et tout ça. Ouais. Pourtant, ils ont fini 2e en plus. C'est ça qui est paradoxal avec eux. Ils finissent 2e. Mourinho a fini 2e, Solskjaer a fini 2e. En fait, à chaque fois, ils arrivent pas loin. Tu te dis, c'est des saisons où... Là, je dis qu'il y a du talent. En fait, c'est des boys là, c'est des fainéants.
La vérité, c'est que c'est des fainéants, en fait. Ça, c'est qu'il faut, à un moment donné, il faut dire les choses à question. C'est que les boys, là, ils sont forts, mais ils sont fainéants. Moi, je peux pas accepter ça, quoi. Tu vois, moi, un boy comme Martial, ça me fait mal, quoi. Parce que le boy, c'est pas parce qu'on le critique comme ça. C'est parce que, en fait, le boy, intrinsèquement parlant, il est fort. Il sait jouer au football. Mais c'est qu'à un moment donné, si tu n'es pas genre, si tu n'as pas cette capacité de dépassement de soi, mais tu peux pas être performant au haut niveau. Rashford, c'est la même chose. En fait, ils ont trop de talent. Parce que c'est pas normal que c'est des mêmes cas. Il y a 3-4 mois, ils étaient forts. Et là, maintenant, ils sont nuls. Quand même, franchement, faut pas nous prendre nous pour des idiots, sincèrement. Donc, s'ils n'ont plus envie, ils n'ont qu'à le dire. Mais cette équipe-là, tu l'as dit, en fait, Bruno est arrivé, ça a ramené un électrochoc. Ils ont besoin d'électrochoc constamment, ils ont besoin d'électrochoc. Mais quand est-ce que leur cœur va se mettre à battre normalement? On peut pas vivre sur des électrodes, franchement. Tu dis, se promet avec le défibrillateur. J'en ai marre. Ouais, j'en passe à la prochaine équipe. Mais bon, du coup, tout ça, ça nous avance pas trop. Il faut quand même recruter quelqu'un pour eux. Et on est d'accord qu'il y a aucun joueur qui va régler tous les problèmes. Je peux leur prêter El Nini s'ils veulent. Je peux leur prêter El Nini, tu vois. J'ai des gars à prêter. Je peux leur prêter Mohamed El Nini. J'ai des gars à prêter. S'ils veulent au milieu de terrain, là. Double pivot, Amrabat, Elneny, McTominay, machin, s'ils veulent, mais... Même Amrabat, il a très peu joué. Hein. Non, c'est difficile. Compliqué. C'est difficile. Compliqué. Le gars que moi j'ai retenu, c'est parce que j'ai vu qu'il a passé un appel à l'aide et il veut absolument être transféré. Il l'a dit, je veux être transféré maintenant. Et c'est sûr qu'il va l'être, je pense, parce que quand tu le demandes aussi clairement, en sachant que pour lui, vu là où il joue, sa saison a pris fin, elle s'arrête là. Donc c'est Thiago Almada d'Atlanta United, qui avait été recruté par Atlanta, et c'était depuis le Vélez Sarsfield, et c'était le transfert le plus cher, l'acquisition la plus chère de l'histoire de la MLS. Là, il va être vendu cet hiver, parce que c'est la fin de saison de MLS, la finale de MLS, et genre la finale des playoffs, c'est genre dans 2-3 jours, il me semble. Columbus contre LA. Et du coup, Thiago Almada va partir. Cette saison en MLS, il a fait une saison à 11 buts, 16 passes décisives, en 31 matchs de MLS. C'est un milieu de terrain offensif, très créatif, 1m71, petit gabarit. Il avait été sélectionné, même si on l'a très peu vu, voire pas vu, avec l'Argentine à la dernière Coupe du Monde. On l'a fait un peu... excuse-moi de te couper, les gars qui ont eu l'occasion de voir les matchs de Messi. Donc, il y a eu Atlanta-Miami. Et il avait fait un bon match, d'ailleurs, en passant. Grosse frappe de balle, coup franc, machin, tout ça. Là. C'est un boy... Il a... Ouais. Il est pas mal. Donc ouais, en gros, je vois une équipe de Manchester United qui manque d'énormément de choses, mais notamment de créativité et d'étincelles et juste de production offensive, encore plus que la finition. Et je pense que t'as acheté Højlund. Le but, c'est pas de partir sur acheter un autre numéro 9, c'est pas trop ça le problème. Pour moi, c'est que t'es seulement le 13e total d'expected goals créé, la 13e production offensive de Premier League. Il faut plus de choses. Et peut-être que dans un monde où tu réussis à mettre Bruno Fernandes à côté de Thiago Almada et désormais tu as un petit peu plus de créativité dans le dernier tiers et de toute manière lui veut partir. Il a dit je veux la Premier League ou la Liga, en tout cas ça va être un coup qui va se faire, peut-être qu'ils peuvent se positionner sur lui. Ma deuxième option, c'est en remplaçant un peu super sub de Højlund, c'est le Serhou Guirassy qui a une clause à 17,5 millions d'euros. Il faut le placer quelque part parce que c'est quasiment sûr pour moi qu'il va partir aussi, avec sa clause qui est activable que cet hiver de 17,5 millions d'euros. Mais pour moi, l'idée, c'est pour United, t'as pris Højlund. Pour l'instant, il n'y a pas de but en Premier League, mais on voit qu'il y a quand même des compétences. Donc pour moi, il faut continuer à lui faire confiance et mieux l'entourer. Parce que là, ce qu'il y a actuellement, ça marche pas. Donc ouais, je partirais sur Thiago Almada. Peut-être on peut passer à un autre cas qui est quasiment aussi joyeux, c'est le Barça. Le Barça, mec, je sais pas ce qu'ils peuvent faire sur ce mercato d'hiver. Et j'ai l'impression qu'on fait une vidéo sur la recrue pour chaque club et on dit toujours, on sait pas. Parce que le Barça, je pense qu'ils vont rien faire. Je pense que le Barça va rien faire. Willow, pardon, ils sont en train de vendre des chaises du Camp Nou et des briques du Camp Nou. C'est pas comme s'ils vont acheter des gâteaux. Bon, j'ai vu que ça réfléchissait à remplacer Gavi si la vente de Barça Studios se concrétisait. Donc ils sont en train de vendre des parties du club à gauche à droite pour pouvoir potentiellement remplacer un de leurs meilleurs joueurs qui s'est fait les croiser. C'est la situation actuelle du Barça, qui on le sait financièrement voilà. Non, je les adore. C'est mes préférés. Eux franchement, tu vois eux dans la bande, c'est le pote, il est au chômage, il est dans la Hesse, c'est le mieux habillé. En vrai, eux, ce qu'on leur conseille, c'est pas de faire un achat, c'est de faire une vente, genre un Rafinha par exemple, pour avoir suffisamment de munitions
pour garder Félix et Cancelo l'été prochain. C'est ça le gros truc en fait. Il faut arriver à ce mercato estival avec suffisamment de cartouches pour pouvoir garder des gars qui sont là vraiment vraiment en train de te faire du bien. En plus, il y a Vitor Roque qui arrive aussi, qui va arriver dès ce mercato-là, et il va jouer enfin ses premiers matchs. Donc ça c'est cool, J'ai hâte de voir, 40 millions et quelques quand même, je pense. Donc on a hâte de voir. Je crois que c'était 30 plus 30, genre 30 plus 30 potentiels de bonus, à voir s'ils sont tous débloquables ou débloqués. Dans tous les cas, ils ont besoin d'une option. Tu vois, la dernière fois, le petit Marc Guiou, là, il est rentré, et hop là, il y a eu de l'espoir, tu vois. Tu sens qu'en ce moment, ils ont besoin d'un jeune. Tu vois, ceux qui n'ont pas eu Ansu Fati, ils l'ont eu dans des milieux de terrain, ils cherchent encore ce leader, ce futur leader offensif au Barça, j'ai envie de dire, tu vois. En ce moment, il y a João Félix qui est arrivé, mais lui, c'est un tonton, João Félix, comme ça fait longtemps qu'il est là, donc c'est pas aujourd'hui que, voilà, c'est pas une future pépite. Par contre, un Roque qui arrive, ça peut amener quelque chose d'assez intéressant, peut-être. Je dirais pas mettre la concurrence à Lewandowski, mais peut-être amener Lewandowski à se réveiller un tout petit peu et retrouver un meilleur niveau. Mais au Barça, c'est compliqué, mon gars. Franchement, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est des guerriers. Moi, je trouve franchement que c'est des gars courageux. Le Real, ils ont les moyens. Cependant, ils sont pas prêts à énormément dépenser en ce moment. Donc, ils vont faire un mercato d'hiver, comme on a dit dans l'autre vidéo, qui va sûrement être beaucoup plus sobre, ou sinon, il y en aura pas du tout. Tu vois. Le Barça, je suis convaincu que s'ils avaient les moyens aujourd'hui, ils essaieraient de faire un mercato d'hiver. Parce que des problèmes, ils en ont sur pas mal de lignes. Cependant, ça reste compliqué. Donc, on va voir. Vitor Roque, sûrement, il va amener quelque chose d'assez intéressant devant. Maintenant, s'ils peuvent se permettre d'aller recruter un gars au milieu de terrain, moi, j'irais plus peut-être sur cette option-là, tu vois. Moi, j'irais sur une option parce que je me dis, c'est une équipe qui va en Ligue des Champions. Encore une fois, dans l'optique de la Ligue des Champions, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible, d'essayer d'aller pousser le plus loin possible et d'être solide. Je te dis que devant, offensivement parlant, dans tous les cas de figure, t'as ton João Félix encore pour 6 mois, t'as ton Rafinha qui a l'air d'être de retour, en plus qui a l'air, voilà, la dernière fois il a fait un bon match, il court, il vif, tout, c'est juste qu'en termes de finition c'est compliqué. Donc je te dis, bon, tu as quand même quelques armes offensives. Maintenant au milieu de terrain, je pense que tu as besoin d'un bon backup en fait. Tu as tenté un Oriol Romeu, comme on disait tout à l'heure avec le Real, ils font un double Joselu, peut-être qu'ils font un double de Romeu, tu vois, un autre joueur qui va pas te coûter super cher, qui va arriver au milieu de terrain, qui va ramener peut-être cet impact physique là dont tu peux avoir besoin dans certains matchs. Donc voilà, moi c'est ça que je leur dirais aujourd'hui aux Coolers, mais après ils ont pas les moyens, donc c'est difficile de se projeter quoi réellement. Donc, écoute, on va espérer que Vitor Roque ce soit largement suffisant pour amener quelque chose. Mais lui aussi, il faut pas trop le cramer parce que ces derniers temps, tu vois, moi je trouve qu'ils ont mis beaucoup de pression à pas mal de, tu sais, Ansu Fati, peut-être que c'est la pression aussi, tu vois. Jour au lendemain, on donne le numéro 10, machin, tu es censé peut-être prendre le truc de Messi, tout ça. C'est pas facile, quoi, en fait. C'est pas on est là, on rigole souvent, ouais, les boys, c'est des tocards, mais l'affaire n'est pas facile, quoi, tu vois. L'affaire n'est pas facile. Dans certains clubs, c'est pas du tout facile. Donc, faut pas mettre trop de pression au petit Roque, mais à suivre. Franchement, au milieu de terrain, moi je dirais un joueur peut-être. Ouais, mais puis bon, je trouve que avec leur situation financière très très compliquée, ils s'en sortent. Après, c'est en hypothéquant un petit peu l'avenir, hein, parce que c'est forcément en activant les leviers, en vendant des parts de leurs revenus futurs, etc. Mais bon, le grand pari là de Laporta, c'est qu'ils vont réussir à s'en sortir parce qu'ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions, parce qu'ils vont se remettre à gagner des titres, parce qu'ils vont aller chercher la manne financière qu'il y a à chercher dans le football européen. Donc, ça marche bien jusqu'à présent. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, maintenant, il faut que ça tienne. C'est un pari d'équilibriste. C'est clairement un truc d'équilibriste. Pour moi, voilà, ce mercato hivernal, s'ils réussissent à conserver, ne serait-ce que conserver pour la saison prochaine l'effectif qu'ils ont là, vu leur situation, c'est déjà super bien parce que Cancelo, il leur fait tellement de bien sur ne serait-ce que la polyvalence qu'il peut apporter pour une équipe qui, sur les latéraux, franchement, derrière Baldé, derrière Koundé, tu tombes sur du Marcos Alonso, Sergi Roberto, etc. Donc Cancelo, c'est génial qu'il puisse jouer les deux positions. Au milieu de terrain, ce que t'apporte un Félix avec un Lewandowski qui a quand même déjà 35 ans, bon, ok, ils ont encore de la formation. Quand t'as parlé du petit Marc Guiou, mais il y a aussi Fermin Lopez qui montre des petits trucs intéressants. Évidemment, il y a Lamine Yamal qui a éclaté sur la scène. Donc non, franchement, ils s'en sortent bien avec la formation, avec des petits coups pas chers, les Gundo, les Romeu, etc. Il faut que ça continue à tenir, et pour que ça continue à tenir, il faut être... c'est un peu l'austérité, quoi. Il faut être sérieux. Et malheureusement, je suis pas certain qu'ils vont pouvoir... je crois qu'ils ont dit, si une opportunité, je crois que Deco a dit, si une énorme opportunité se présente au milieu de terrain, peut-être,
mais a priori, il y aura pas grand-chose. Non, mais dans un monde idéal aujourd'hui, le Barça, ils ont les moyens, ils peuvent se positionner sur des boys comme Rodri, sur des boys comme Guimarães. Ouais, voilà. Tu vois, c'est ce genre de joueur-là que tu vas chercher, en fait, le Barça aujourd'hui. Tu as les moyens, vraiment, il n'y a pas de problème, personne ne te fatigue, tu vas chercher ce genre de joueur-là et tu as une équipe qui est solide. Tu as les moyens, en tout cas avec un bon coaching, parce que les joueurs ne font pas tout, tu as les moyens d'aller faire quelque chose de solide. On va voir, franchement, on va voir, mais ouais, c'est beaucoup de jonglage et beaucoup de prévisions au niveau du Barça en ce moment, quoi. Tu vois, c'est pas facile, mais je trouve qu'ils se débrouillent bien. Franchement, je trouve que ça va. Je suis d'accord. Bien, tu vois. Au présent, c'est pas mal. Ben, ils sont quand même champions en titre, quoi, en fait. Tu vois, genre, ça fait des choses quand même. C'est respectable. C'est assez respectable quand même, tu vois. C'est un club qui est malade, mais qui n'est pas malade genre Manchester United, tu vois. Non, clairement. Et ouais, les deux joueurs ont fait beaucoup de bien. Pour finir, donc, on a le Paris Saint-Germain. La situation du PSG, elle est très très intéressante aussi. Notamment parce qu'elle a été évoquée par Luis Enrique. Il nous a donné vraiment des pistes. J'étais content de voir ce petit article là tout à l'heure en préparant la vidéo. Il a dit qu'il souhaite l'arrivée d'un milieu de terrain confirmé et expérimenté dès cet hiver. Le joueur devrait voilà. Il doit être capable de s'intégrer rapidement au système, au pluriel du coach, donc les 4-3-3, les 3-4-2-1, les 3-5-2, etc. Et il doit apporter de l'expérience en Ligue des Champions. Donc ça, c'est le profil qui est ciblé. Milieu de terrain avec de l'expérience confirmée et assez modulable tactique. J'étais d'accord avec ça parce que la priorité du PSG, c'est clairement le milieu. On a une équipe qui a fait de très très gros renforts offensifs au mercato estival avec Kolo Muani, Barcola, Dembélé, Gonzalo Ramos, etc. Et défensif, Skriniar, Lucas Hernandez, quelques autres. Donc ça, on peut dire que ces deux parties, ça pourrait toujours être mieux, mais il y a des investissements qui ont été faits. Au milieu de terrain, Ugarte a été pris, Warren Zaïre-Emery est sorti et a totalement percé. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu léger. Kang In-lee, c'est un profil un petit peu hybride. C'est pas un pur milieu de terrain central, même si ce qu'il montre, c'est intéressant. Donc en gros, dans un système de Luis Enrique où il y a souvent 3 milieux centraux, 4-3-3 sur le papier qui se transforme ensuite en 3-2-5, souvent 3 milieux centraux, donc Ugarte, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, souvent. Mais derrière, Fabian Ruiz, ça va un petit peu mieux récemment avec ballon, mais déjà il s'est blessé. Et en plus, sans ballon, moi je suis pas hyper convaincu. Donc pour moi, il faut ce milieu de terrain, comme Luis Enrique l'a dit, avec de l'expérience, qui amène un renfort tout de suite là sur les échéances à venir du Paris Saint-Germain. Les profils auxquels j'ai pensé, c'était d'abord Lucas Paqueta, même si officiellement il n'a jamais joué la Champions. Je trouve qu'il est pas mal sur ce qu'il peut apporter, notamment à la pression. Paqueta, c'est un offensif qui presse comme un dératé, il gagne énormément de ballons. Est-ce que tu peux aller le sortir de West Ham ? Pas sûr. Et c'est vrai qu'officiellement, il n'a pas la LDC, donc peut-être pas Paqueta. West Ham, ils vont être méchants. Ils vont demander beaucoup, comme avec City l'été dernier, mais le Paris Saint-Germain est intéressé par Paqueta depuis un moment. À l'époque où il était à l'OL, il y avait déjà des connexions. Donc, bon, ça, ce serait une de mes potentielles recommandations, mais c'est pas celle que j'ai choisie in fine. La deuxième non plus, c'était juste un truc auquel j'ai pensé comme ça, mais c'était Stanislav Lobotka du Napoli, qui a ce profil expérimenté, connaît la Ligue des Champions, etc. Le truc, c'est que quand le Paris Saint-Germain est en 4-3-3, c'est très bien, parce que lui, il laisse ce milieu devant la défense, il est un peu un mini Busquets, quoi, c'est son registre, faire le lien sur la phase de relance et être un petit peu la toupie de la base de l'entrejeu pour distribuer et ouvrir des petits espaces à la base. Mais je crois que c'est pas très complémentaire de ce qu'a actuellement le PSG, dans le sens où déjà Paris joue souvent en mode double pivot. C'est souvent, comme on a dit, du 3-2-X, avec un Zaïre Emery à la même hauteur que Ugarte, par exemple, alors que Lobotka, c'est vraiment un pur 6 classique 4-3-3. Il est un peu moins flexible tactiquement, et en plus, il est très petit. Il est vraiment, vraiment petit, dans un milieu de terrain où Zaïre Emery, Ugarte, Vitinha, c'est déjà petit en taille. Moi, j'aimerais un truc un peu plus complémentaire de ça. Et du coup, on est sur un profil qui est très difficile à aller chercher parce que c'est expérience en Ligue des Champions, avec de la taille, milieu de terrain un peu box-to-box, qui est capable d'amener tout de suite à un très très haut niveau. Bah, en vrai, c'est genre Pogba Prime, mais ce joueur, il n'existe pas. Du coup, je me suis rabattu sur peut-être Adrien Rabiot, qui connaît bien le Paris Saint-Germain et qui est en fin de contrat dans 6 mois à la Juve, qui peut amener cette projection verticale et qui a de la taille.
J'avoue. Ouais, c'est bon gaucher. Non, Rabiot, en plus, Rabiot, ces derniers temps, il se gère. Il est très bon récemment. Non, il se gère. Et il peut jouer milieu à 2 comme milieu à 3. Donc, ouais, non, il faut enlever l'idée de ce Rabiot, comme j'aimais bien l'appeler, en écharpe. Tu vois, voilà, c'est genre, je vais à la librairie et je prends un café et je lis des livres. Tu vois, c'était genre, moi, c'est comme ça que je voyais Rabiot, tu vois, c'était le boy. C'est les gens de boy, là, tu leur as rien demandé, ils vont te dire, ouais, Descartes, il a dit. Mais je m'en fous de ce que Descartes, il a dit. Ouais, on l'a tous lu à l'école, c'est pas la peine de me rappeler ce qu'il a dit, tu vois. Donc, Rabiot, je le voyais un peu comme ça. Mais, force est de constater que franchement, ces derniers temps, à la Juve, il est très bon. Et même, ça lui a revalu même une hausse salariale, si je me trompe pas, à la Juve. Donc, ouais, pourquoi pas. Et en équipe de France aussi, il s'est installé. Donc, ouais, pourquoi pas Rabiot. Ça peut être intéressant. Mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit parce que moi aussi, j'allais sur cette optique-là, milieu de terrain. Paris, il n'y a pas autre chose que le milieu de terrain. Tout le reste, ils doivent se débrouiller. Et je pense qu'ils ont les capacités de le faire, mais ça suffit là, les 4-2-4, machin, 3-2-5, et puis que des formations à l'envers. Et ils veulent jouer en 3-2-5 alors que toute notre vie on a joué en 5-3-2. C'est quoi leur problème? Les gars jouent à 5 défenseurs, ils jouent à 5 attaquants maintenant. Donc il faut densifier ce milieu-là. Face à Newcastle, ça s'est vu. Aller-retour, ça a été souvent compliqué. Ugarte, pour moi, il est bon. Il n'y a pas grand-chose à dire. Toi-même, tu l'avais prédit en début de saison, je me rappelle. Tu avais pris un train. C'est pas dans le train que tu avais vu la vidéo c'est vrai, ouais. Ugarte. Juste avant de prendre le TGV, en gros, je sais plus où j'allais. Je pense à Paris avant de prendre le Thalys. Je pense que c'était le week-end du quiz ou la semaine du quiz. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Et ça avait annoncé Ugarte au Paris Saint-Germain, et du coup j'avais téléchargé 5 matchs de lui et j'avais regardé plein de séquences dans le train, et en arrivant à l'hôtel j'avais pu faire la petite vidéo. Donc bonne mémoire. Et tu t'étais pas trompé en fait sur tout ce que tu avais dit. Finalement, on l'a vu, ça a pris un peu de temps au début parce que bon, le système de jeu de Luis Enrique lui demandait d'être quand même souvent face à son gardien, dos au milieu de terrain, être capable de se retourner. Donc de temps en temps, on a vu que le boy il avait besoin de soutien, mais je pense qu'il a les capacités pour évoluer et puis être à l'aise dans ce système-là. Tu vois, c'est pas du jour au lendemain qu'on devient à l'aise dans un système où les gars ils ont réussi finalement ils ont réussi à faire jouer là-bas que des joueurs extraordinaires, des Busquets et puis tout ça dans ce type de système-là. Donc effectivement il leur faut un milieu de terrain. Maintenant moi j'allais sur j'aime bien les profils que tu as dit. Encore une fois il y a un autre profil moi qui me revient. Je sais pas moi s'il va rester à Newcastle, mais bon c'est pas cet hiver, ça c'est sûr et certain. Mais le boy Guimarães là il va partir. Je sais pas où est-ce qu'il va partir, mais c'est un top player en fait. Pour moi c'est un excellent joueur de football en fait. Et puis comme tu disais tout à l'heure, à l'image de Paqueta, il a la hargne en fait. Il s'est pressé, c'est des gars, ils lâchent pas. Tout le match ils sont là, ils vont te. Le mec il est blessé, il a un tibia à gauche, un tibia à droite, des chaussettes déchirées, il s'en fout, il va aller quand même au charbon. T'as besoin de ce genre de joueur là, un peu plus complémentaire, parce que je pense que le PSG n'a pas besoin forcément d'un 6 devant la défense, ils ont besoin d'un joueur capable de faire un peu plus le box to box, parce que les lacunes qu'ils ont aujourd'hui, c'est Fabian Ruiz, c'est Carlos Soler. Tu vois, c'est des gars que bon voilà, tu te débrouilles avec eux, mais c'est vrai que ces derniers temps, peut-être Fabian Ruiz s'est un peu débrouillé, mais là, il s'est blessé. Donc, moi, j'allais sur un profil Atlético Madrid. Ah ouais. Ouais, Atlético Madrid. Box to box. Box to box, latéral to the box. Sans aucun problème. Lui, tu vas voir, lui, c'est Marcos Llorente. Voilà. Lui, vraiment, je me suis dit, voilà un boy. Peut-être pertinent que tu peux aller, ça va être dur quand même parce que l'Atlético ils font une très bonne saison, donc aller chercher des boys là-bas en ce moment là ça va être compliqué, mais en tant que coach espagnol tu l'as eu en équipe nationale, il le connaît très bien le Marcos Llorente parce qu'il l'a eu en équipe nationale et il l'a fait jouer dans certains postes aussi hors de son positionnement. Il peut être utile je pense au Paris Saint-Germain parce que c'est un boy qui non seulement va t'amener le volume de jeu qu'il te faut au milieu de terrain, mais au-delà de cela il va avoir aussi la capacité de pouvoir aussi couvrir de temps en temps Achraf Hakimi dans un système hybride parce qu'il joue latéral droit aussi. Donc ouais, moi je trouve que c'est ce genre de profil là. Après bon, ça peut être n'importe quel autre profil hein, mais un profil à peu près similaire d'un boy qui soit complet. Je pense que le PSG a besoin d'un boy complet au milieu de terrain plutôt que tu sais, j'aime bien Lobotka par exemple, mais plutôt qu'un profil qui soit genre fixe. Ouais. Tu me suis un peu, c'est un peu ça. Ouais. C'est comme ça que je vois à Paris. Sinon, à part ça, il faut que les gars ils se gèrent devant, c'est tout. C'est vraiment Kolo Muani, Gonzalo Ramos, Dembélé, Barcola, Lee Kang-in. En fait, ils ont eu trop d'options offensives. Mbappé. Il est temps que quand même que ces options-là deviennent. Et oui, évidemment, le chef des bandits.
En fait, lui, c'est parce qu'on n'ose pas en parler. Tu sais, lui, on sait jamais. Lui, si tu en parles même, peut-être qu'ils vont couper notre chaîne YouTube. Tu es malade, toi. Mais d'ailleurs, il y a un moment où il faut qu'on commence à parler de Kylian Mbappé et qu'il est toujours pas prolongé. Genre, moi, ça me fait toujours rire quand même. À un moment, on en parlait tous les jours pendant un moment, au dernier mercato estival et tout. Et là, il a toujours pas prolongé. On arrive dans un mois, c'est le début du mercato hivernal et il peut signer où il veut. Donc bon, non, mais il va pas signer parce que vu qu'il est en mode communication, machin, tout ça, il va pas signer. C'est très bien que Mbappé ne va pas signer n'importe. En fait, il va pas signer en janvier, février, mars. Il va attendre jusqu'à après l'Euro. C'est lui, c'est ce genre de boy là en fait. Et comme par hasard, ça tombe année d'Euro, il va nous faire durer tout le suspense. Maintenant. Comme c'est Mbappé, personne ne va rien dire, tu vois. Moi, je m'attendais à ce que peut-être les Deschamps, tout ça, les gars lui mettent un coup de pression en disant, bon, écoute, tu te décides avant de venir à l'Euro, tout ça, mais ça m'étonnerait, tu vois. Des fois, ils font ça, ils te disent, ouais, prends ta décision avant de venir pour rester concentré, tout ça. Donc, c'est un Mbappé qui choisit ses conférences de presse. La dernière fois avec l'équipe de France, c'est un bandit. Il vient en conf de presse, on lui pose des questions. Il est comme si vous voulez que je réponde sur des questions sur le PSG. Venez, je sais plus c'est quoi leur centre là, Oredou ou Candeloge, machin. Venez là-bas et vous allez me les poser. Après, il fait un sourire et il dit si je viens en conférence de presse. Parce qu'il sait qu'il viendra pas en conférence de presse, en fait, tu vois. Là, c'est parce qu'il est capitaine de l'équipe de France, il n'avait pas le choix, il fallait au moins qu'il en fasse une. Donc, il a échappé. Donc, pour moi, il va jouer un jeu j'ai envie de dire, de poker jusqu'à la fin. Maintenant, de savoir est-ce qu'il va partir là, franchement, ma réflexion me pousse en me disant que Mbappé au Real, moi, je trouve de moins en moins la pertinence. Moi, je pense que le Real, en fait, le football va très vite, ça évolue très vite. C'est pas que Mbappé n'est pas un joueur pour le Real, loin de là, qui n'a pas le talent pour le Real, loin de là. Mais c'est une question de profil, d'évolution d'équipe, de voir comment l'équipe, elle va évoluer, les différents profils qu'ils ont aujourd'hui, où est-ce qu'ils s'en vont, le Real et tout. Je me dis non, franchement, ils n'ont peut-être pas besoin. Ils ont Hendrick qui s'en vient, ils ont des boys de ce genre-là, donc ils n'ont peut-être pas besoin forcément de cela. Donc, est-ce qu'il va rester à Paris? Ça aussi, on va voir. Mais lui, c'est une grosse question mercato, en fait. Effectivement, là, en ce moment, au niveau de Paris, on doit parler sur la prolongation de Kylian, en fait. C'est ça l'enjeu. C'est la prolongation de Kylian. Pour une prochaine vidéo, je crois. Ouais, il y a de quoi en faire toute une vidéo, sincèrement. Eh ben écoutez les amis, ça conclut ce petit récap, ce jeu du directeur sportif sur ces 5 clubs. Dites-nous qui vous recruteriez si vous étiez à la tête. Nous on a eu... ouais. Quand même, tu peux pas échapper. Tu peux pas échapper. Aïe. Alors, monsieur, apparemment... En fait, c'est que ton président là, il dit que des conneries. L'autre. Est-ce que tu vas me parler de Taylor Swift ou pas? Textor Raptor là, je sais pas c'est quoi son problème. Il a dit que Juninho va travailler en remote. Il a cru qu'on est encore en mode Covid lui, que Juninho va travailler de la maison pour gérer Noël. Je trouve ça intéressant que tu viennes me chercher sur l'OL en fin de vidéo sans mentionner quand même la grande information. Là, je suis sur l'article là, j'étais dessus. En cas de barrage Ligue 1, Ligue 2, Lyon ne jouerait pas au Groupama Stadium, réservé pour Taylor Swift. Ça, c'est l'arrogance. En fait, vous étiez tellement convaincu que vous alliez faire une saison normale, bah oui. vous alliez aller en Ligue des Champions. On avait budgété sur le fait de ne pas jouer le barrage de maintien. Ouais. Voilà. Mais ça se trouve, on ne le jouera pas parce qu'on sera juste 17e ou 18e. Le barrage de maintien, il faut être 16e quand même. Donc, il faut être 16e, j'avoue que même là encore, c'est un stretch en ce moment. En tout cas, bon, écoute, bon courage. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire durant votre mercato. Mais, fin de vidéo. On va voir. Les amis, on espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire et on se retrouve très vite pour la prochaine. Allez sur la chaîne de Stan pour regarder la première ou la deuxième partie. Je ne sais pas exactement dans quel ordre ce sera publié. Mais on a parlé de 5 autres clubs et c'était très très cool. Voilà pour nous. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Bisous.